BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour De quoi je me mêle. Comme chaque semaine, on est là, vous le savez, sur les applis, l'appli BFM Business, l'appli d'RMC aussi, sur 01 TV, la chaîne, sur les box, sur YouTube, mais aussi 01net.com et le dimanche sur BFM Business. Voilà, si avec tout ça vous nous ratez, c'est que vraiment vous n'aimez pas la tech. On est très heureux, je suis très heureux de vous retrouver avec au menu pour ce dernier De quoi je me mêle de la saison, avec avant quelques semaines de congé, on sera là de retour pour le dernier week-end d'août. Et bien pour ce dernier numéro, on reviendra sur le tourisme spatial qui prend son envol, c'est le cas de le dire, avec Branson qui le 11 juillet réussit cet exploit, ce premier vol suborbital. Bezos qui arrive dans quelques jours. Où en est Elon Musk ? On fera le point tout à l'heure avec Antoine Meunier qui est un spécialiste du sujet, qui est passionnant. Il est journaliste à la Chronique Spatiale. Il va tout nous dire. Ça sera dans la deuxième partie de quoi je me mêle. Je vous rappelle toujours la page Facebook, Twitter, si vous voulez nous suivre avec le hashtag DQJMM. Merci d'être là. Bienvenue à vous tous. Et bien sûr, De quoi je me mêle, c'est pour débuter le meilleur de l'actu tech de la semaine. Et c'est avec nos meilleurs commentateurs. Nicolas Lelouch est là. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous, bonjour François. Journaliste à 01net.com et Raphaël Grabli aussi. Bonjour Raphaël. Salut François, salut Nico. Toujours un plaisir de vous avoir tous les deux. Raphaël, que vous pouvez lire sur BFM Tech et retrouver aussi sur BFM TV, BFM Business et dans De quoi je me mêle aussi. Messieurs, l'actu ne s'arrête pas pendant les vacances, en tout cas pendant cette trêve estivale. On le voit, on va parler des rumeurs concernant l'iPhone 13 qui commence à se profiler. Il faut dire que ça va vite arriver, cette histoire-là. Ça sera en septembre. On va parler aussi de la Ligue 1 qui arrive sur Amazon, de Samsung qui va sans doute en plein cœur, dans la torpeur de cet été, nous sortir de nouveaux smartphones. Mais pour débuter, c'est Netflix. On en avait déjà parlé. C'est une rumeur qui plane depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Netflix aurait dans les cartons, en plus de ces séries, de ces films, de ces docs, une offre de cloud gaming. Qui commence sur ce sujet ? Allons-y. Nico, et puis Raph sera là en renfort. Ok, alors, c'est vrai que c'est une rumeur qui est assez récurrente ces derniers temps. On dit que Netflix veut se lancer sur le secteur du jeu vidéo. On ne savait pas trop comment. On parlait beaucoup d'un concurrent d'Apple Arcade, par exemple. Donc, un abonnement qui vous proposerait de télécharger des jeux, mais aussi un service de cloud gaming, du streaming. Et on se demandait, mais pourquoi Netflix veut se lancer dans le monde du jeu vidéo ? Et depuis quelques heures, grâce à un article de Bloomberg, on en sait un petit peu plus sur les intentions de l'entreprise de Reed Hastings. Et en fait, le constat de Netflix est assez simple. Ses rivaux, ce n'est pas Disney+, HBO Max ou Amazon Prime Video, mais c'est le temps. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que les gens Ils sont au-dessus de la mêlée, les gars. C'est pas la première fois qu'il dit ça. C'est pas la première fois qu'il dit ça, Reed avait déjà dit ça. Bien sûr. C'est hyper intéressant au niveau de la stratégie Netflix. Et c'est surtout montrer qu'en fait, ils ont vraiment du recul par rapport à tout ça. Exactement, ils sont en position c'est le temps de disponible, premier. en fait. Il avait même dit, mon ennemi, c'est un peu le sommeil, en fait, à un moment donné. Exactement, ils sont premiers sur ce secteur. Ils sont pas tellement inquiets de l'arrivée de la concurrce. C'est eux qui financent le Buronzan, par exemple. Mais tu as lancé des rumeurs, arrête. Non, attendez, c'est pas la peine. Ce que se dit Netflix, c'est que les gens passent de plus en plus de temps à jouer aux jeux vidéo, que le cloud gaming va potentiellement avoir un impact dans ce sens. Le jeu mobile, évidemment, est très populaire. Donc pourquoi pas, à côté des films et des séries, rajouter un onglet jeux vidéo directement sur Netflix, gratuitement, a priori, ça serait directement inclus dans les offres Netflix actuelles, qui vous permettrait de jouer à des jeux qui seraient à la fois des jeux connus, mais aussi des jeux dérivés de certaines séries. Ça pourrait être du contenu interactif, ça pourrait être, on parlait notamment d'une adaptation de Stranger Things en version jeu vidéo. Tout ça arriverait en 2022, donc c'est quand même très rapide. On a assez hâte de voir à quoi ça va ressembler. Ce qu'on sait grâce à Bloomberg, c'est qu'il y a eu 2 recrues de taille que Netflix a réalisé ces derniers mois. C'est Mike Verdu, qui était responsable du développement de jeux vidéo chez Facebook, qui travaillait sur Oculus, et un ancien responsable d'Electronic Arts. Et les deux, en fait, vont superviser toute cette division jeux vidéo. Donc ça arrive, c'est plus du tout des rumeurs. Va y avoir des jeux sur Netflix. Après, Raphaël, c'est un challenge important parce que c'est pas le métier de Netflix. Le métier de Netflix, c'est de produire du contenu, etc. Le jeu vidéo, c'est un autre business, c'est un autre modèle. Mais justement, moi, ce qui me branche bien dans cette histoire, alors oui, il y a le côté off commercial, est-ce qu'il y aura un catalogue façon Apple Arcade, etc. Mais Netflix, comme tu dis, c'est un producteur de contenu. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de voir Netflix produire des jeux vidéo, pas seulement les proposer et les intégrer, les produire. Parce que quand on voit ex-Oculus, Electronic Arts, ça veut dire peut-être de la production. Et quand on pense à Oculus, tu dis des produits, des jeux dérivés,
un jeu dérivé d'une série en réalité virtuelle, avec Netflix, je trouve que ça correspond parfaitement. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec Black Mirror, finalement, c'est un peu le même esprit. Avec le film Black Mirror, avec plusieurs scénarios, etc., interactifs. On peut très bien imaginer un prolongement en réalité virtuelle. Oui, toutes les franchises en fait qui cartonnent sur Netflix pourraient avoir leur déclinaison jeux vidéo. Inversement, déjà on voit il y a The Witcher par exemple sur Netflix, donc il y a déjà quand même une proximité. Mais c'est vrai que je vois bien Netflix faire du jeu vidéo, pas demain concurrencer forcément du Stadia directement, mais peut-être faire d'abord de la production avec du jeu vidéo, pas de gamer, mais un jeu comme une extension. Des jeux web. Voilà, des jeux web, des jeux en réalité virtuelle. Et le truc, c'est que ce qui est sympa, c'est que Netflix, vu les budgets colossaux qu'ils ont, je veux dire, tout de suite, on va arriver sur des contenus qui vont être forcément très qualitatifs. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Après, la question, c'est sur la présentation, sur la commercialisation, sur le prix, parce que forcément, alors tu dis que ça peut être inclus, mais bon, c'est... Ça pourrait être inclus dans un premier temps. Inclus, voilà, au bout d'un moment, chez Netflix... Parce que Netflix, ils n'ont pas de tabou. Hein. Tous les 2 ans, ils augmentent leur tarif. Non, mais c'est ça. Donc, en général, quand c'est inclus, derrière, on finit par le payer, mais ce qui est totalement normal. Il n'y a pas de raison. Voilà. On a un service en plus, c'est normal de le payer. Hein. Oui. Mais je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et voilà, je ne sais pas si ça va être une concurrence directe avec du jeu console, du jeu PC. Je vois bien ça, moi, comme un prolongement de plus en plus naturel de leur production audiovisuelle. Après, moi, je vois un problème, Nicolas, excuse-moi, mais ça ne va pas marcher partout, parce qu'aujourd'hui, moi, j'allume ma télé, j'ai Netflix, mais demain, je ne vais pas forcément pouvoir jouer avec ma télécommande. Je n'ai pas envie de jouer avec ma télécommande, j'ai envie de jouer avec une manette de jeu. Et ma manette de jeu, je ne vais pas pouvoir la payer à ma télé. Elle n'a pas été conçue pour ça. C'est toute la question. Tous les supports ne seront pas compatibles, c'est évident. De la même manière que... Ça va être assez clivant. Mais l'épisode interactif de Black Mirror n'était pas compatible avec certains équipements de télé non plus. Ça dépend en réalité du système d'exploitation que vous utilisez, de la mise à jour de Netflix que vous utilisez. Donc il y aura forcément des limitations. Moi, j'allais dire aussi que l'autre problème qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui va se passer sur les plateformes d'Apple qui bannit complètement le cloud gaming. Apple considère que si vous proposez des jeux dans une application, eh bien ce n'est pas possible, vous devez soumettre chaque jeu séparément sur l'App Store. Donc on fait quoi face à Netflix ? Il dégage Netflix de l'App Store ? À quoi ça va ressembler ? Est-ce que ça sera une application Netflix Gaming séparée ? Mais dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas parce que le concept d'un catalogue, Apple n'en veut pas. Il va y avoir plein de problèmes légaux, techniques justement à ce système. Tu parles des manettes, mais on peut se demander aussi de la distribution, comment ça va fonctionner. Donc ça risque d'être assez passionnant ce virage, tout en rappelant que Netflix ne va pas devenir une entreprise de jeux vidéo à part entière. Ça reste série, film, mais c'est une entreprise qui veut tout distribuer, qui veut toucher à tout, qui a un petit peu fait des expérimentations en direct ces derniers temps. Peut-être qu'un jour, elle se lancera sur le sport, mais ça va être assez marrant de voir comment Netflix va réussir à se diversifier. Netflix qui investit 1% de ses investissements en jeux vidéo, de fait, c'est déjà un géant de jeux vidéo. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est 17 milliards de budget de production chaque année, donc c'est vrai, 1% de 17 milliards. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Je ne sais pas combien ça fait, ça fait combien ? 170 ? 170 millions. Voilà. Ouais. C'est déjà sympa. C'est déjà pas mal. On va suivre ça de près, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on pourrait retrouver Netflix sur son PC, par exemple, où on peut appareiller une manette, on pourrait retrouver sur les consoles de jeux, parce qu'il y a l'appli Netflix sur les consoles de jeux. Mais est-ce que Sony va laisser Netflix mettre à jour son appli pour avoir du jeu qui concurrencerait Sony ? Enfin, il y a plein, ça pose plein de questions. Des contraintes techniques. Ça pose plein de questions, et c'est vrai que ça s'annonce passionnant. On aura plein de trucs à raconter là bientôt. Autre truc aussi qui va sans doute nous occuper à la rentrée, les amis, c'est le nouvel iPhone, l'iPhone 13. Le 13, c'est un peu... Qui devrait s'appeler 13, a priori. Qui devrait s'appeler 13, quand même. Oui. Je vais laisser Nico développer, parce que je pense que tu es plus... je pense qu'on tous les deux, ça devrait aller sur ce sujet. Bon, déjà, il y a eu des rumeurs, là, ces derniers temps, concernant l'iPhone 13. Ce qui est bien avec Apple, c'est que les rumeurs, on les a quasiment 3 ans en avance, parce que c'est une entreprise qui prévoit tellement, qui anticipe tellement sur ses commandes en composants, que c'est pas compliqué de deviner ce qui va arriver. Ils appuient pas sur le bouton 3 mois avant. C'est pas possible. Vu les volumes, on a bien vu avec la pandémie, c'est pas la pandémie qui fait qu'Apple a changé son calendrier et a ajouté une fonction à un produit. C'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Ils savent ce qu'ils vont faire en avance. Sur ces iPhone 13, on parlerait pas d'une révolution majeure, parce que ça serait des évolutions des iPhone 12. Le design serait à peu près conservé, parce qu'il y aurait par exemple une évolution dans la taille des modules caméra. L'encoche pourrait être un petit peu plus petite sans être complètement éliminée, mais ça, encore une fois, c'est pas sûr. Maintenant, sur le design, on a longtemps parlé d'un capteur d'empreinte sous l'écran. A priori, ce ne sera pas le cas.
C'était pas vrai. Il y avait des rumeurs qui disaient oui, des rumeurs qui disaient non. Généralement, Ça, veut dire que c'est assez sera non, décevant quand même. et hein. il n'y en aurait pas sur cet iPhone 13. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a appris cette semaine qu'Apple aurait commandé 90 millions d'iPhone pour la fin d'année, 90 millions d'iPhone 13, alors qu'habituellement c'est plutôt autour des 70-75 millions. Ce qui veut dire qu'Apple imagine que, peut-être que c'est le côté post-pandémie, en espérant qu'on soit sur une phase post-pandémie à cette période, Apple imagine que les gens vont se ruer vers son nouvel iPhone, qu'il va y avoir une vraie demande de renouvellement, et qu'on va donc se retrouver avec un gros carton, encore plus que les iPhone 12 et iPhone 11, qui ont déjà permis à Apple de remonter très haut au classement des meilleurs smartphones du marché. Alors, ce qui est intéressant, Raphaël, c'est que voilà, ces prévisions de commandes sont énormes chez Apple. Et en général, c'est pour les nouvelles générations d'iPhone. C'est pas pour les Non. entre-deux. L'année dernière, on avait un iPhone 12 qui était en rupture par rapport au 11. Ouais. Là, le 13, visiblement, serait un peu le 12S. Le 12S. Un peu, En oui. quelque sorte. complètement. Hein. Et malgré tout, ils projettent d'en vendre plus. Moi, je vois deux explications. Premièrement, peut-être la fin de la version mini. A priori, c'est pas au programme Voilà. cette année. Hein. Alors- Ce serait pour l'année d'après. Voilà, moi, j'aimerais qu'il y ait un Alors, c'est mini. pas au programme. C'est-à-dire qu'il y aurait Il y aurait encore un un iPhone il y aurait mini un mini cette encore. année. Voilà. Les tailles ne changeraient pas cette Voilà, année. Et il garderait le même line-up avec iPhone 13 mini, 13 et 13 Pro. Tout ça, c'est ce que tu expliquais, c'est l'inertie qu'a Apple. C'est-à-dire Ouais. qu'ils ne peuvent pas annuler quelques c'est prévu mois depuis avant 2 ans, un c'est comme ça. iPhone mini parce qu'il est prévu depuis des mois et des Exactement. mois. Et on parle déjà pour l'iPhone 14 du remplacement de l'iPhone mini par un grand iPhone, mais qui ne serait pas pro. Donc c'est un iPhone Max. Quoi. D'accord. Mais après, donc il y avait cette hypothèse, mais effectivement, comme tu dis, qui est peu probable, c'était s'il n'y avait pas de mini, peut-être du coup faire un peu plus de stock de 13. Mais il y a autre chose, c'est aussi le déploiement de la 5G qui prend. Voilà, la 5G là a passé la seconde, j'ai envie de dire, surtout sur des marchés clés comme l'Europe et évidemment les États-Unis, parce qu'en Chine, la 5G, c'était déjà là l'année dernière. Mais moi, je pense que cette période de 5G, de vraie ouverture de la 5G, fait peut-être qu'Apple mise sur un renouvellement un peu plus important et sur des ventes plus importantes. En plus de la pandémie. Pour moi, c'est peut-être un effet 5G. Parce qu'effectivement, passer de 70 à 90 millions, c'est pas rien du tout. Hein. Enfin, je sais pas combien ça fait, ça va faire 20%, quoi. Enfin, un truc comme ça. Pas loin. Même plus. Donc clairement, après, sur le design, clairement, on n'attend pas de grosses nouveautés. Et j'ai envie de dire... Oui, tant mieux. Tant Il est mieux, beau, parce non, que, le 12. en fait, j'ai l'impression, je trouve, qu'Apple est arrivé à un design presque parfait. Alors oui, l'encoche pourrait être plus petite, etc. Mais quand je reprends un peu les anciens iPhones, notamment l'iPhone 10S, l'iPhone 11, etc., sur l'aspect arrondi des tranches, par exemple, je trouve qu'on a du mal à revenir en arrière. Du coup, ça glisse énormément entre les mains. Et ce qu'a fait Apple, ce mélange finalement entre les derniers iPhones et un côté rétro de l'iPhone 4, qui avec les tranches plates, je trouve qu'on est arrivé sur un form factor qui est absolument redoutable, qui est pour moi hyper abouti. Et c'est vrai, par exemple, que je trouverais ça vraiment dommage qu'Apple remette de l'arrondi sur les tranches. C'est tout bête, mais je trouve que ça... Et j'ai l'impression qu'il y a une unanimité là-dessus. Déjà, au niveau design, c'est sympa. Il y a un côté presque rétro qui est très sympa. Mais en plus, pour la prise en main et au quotidien, c'est vraiment très agréable. Et je trouve qu'ils ont fait une évolution qui est discrète, mais qui est assez discrète, mais assez radicale finalement dans l'impression qu'on a. Et c'est vrai que changer un design, à part faire peut-être disparaître l'encoche, ce qui ne sera pas le cas parce que ça coûterait très cher et ce serait très compliqué en termes d'intégration du capteur photo. Voilà, mais après, malgré tout, il faut quand même qu'il y ait quelques nouveautés, parce qu'autrement, personne ne va l'acheter, cet iPhone. Forcément. Il faut quand même qu'il y ait des améliorations en termes de photos. On parle aussi de cette recharge inversée, par exemple, pouvoir recharger les AirPods en posant en les posant sur l'arrière du téléphone. C'est pas nouveau, hein. Ça fait des années que ça existe chez les Chinois. Hein. C'est l'objet de rumeurs depuis 2 ans chez Apple, et ça aurait dû... on annonçait déjà ça pour l'iPhone 11. Donc peut-être que ça arrivera avec cette génération. Mais même si, à mon avis, ça n'a pas beaucoup de pertinence. C'est vrai qu'on connaît pas vraiment, il n'y a pas énormément de rumeurs. 20 millions d'iPhone en plus. Ça, c'est clair. Mais il doit avoir quelque chose quand même. Il doit avoir forcément, quelque chose. il doit avoir des choses. Notamment, on parle sur les modèles Pro, mais là on parle que sur les modèles Pro, des fameuses dalles LTPO dont on a parlé avec les smartphones haut de gamme Android cette année. Donc c'est ces dalles qui permettent un taux de rafraîchissement adaptatif, qui permettent donc d'aller à 120 Hz, enfin sur les iPhones, et de descendre potentiellement à 1 ou 10 Hz. Apple aime bien le 1 Hz, donc peut-être qu'ils vont tenter d'aller aussi bas pour économiser complètement la batterie et potentiellement avoir l'heure tout le temps affichée sur l'écran de l'iPhone, ce qu'Apple n'a jamais fait alors que les autres le font quand même depuis longtemps. Il faut dire qu'Apple, comme tu dis, passer 70 à 90, il y a la 5G, mais il y a aussi une situation, en ce moment, ils sont dans une fenêtre incroyable où il n'y a plus de Huawei, où Oppo est en phase d'ascension
mais clairement n'a pas encore l'image de marque de Huawei Bien sur sûr. les marchés, occidentaux. Et donc on se retrouve Il y a dans une... Samsung toujours qui est là. Alors non, mais c'est ça. En fait, on se retrouve dans une situation Oui, oui, où c'est d'Apple toujours. Samsung tel qu'on l'avait Oui, il y a, oui, il y a Ah, la 6-7 cool, là. Ah, Sur la le haut de cool. gamme, c'est sympa. Et donc, c'est vrai qu'ils se retrouvent dans une fenêtre absolument incroyable, Ouais, Apple, ouais. comme Samsung. Mais au contraire, moi, je trouve, on va en parler Ouais. de Samsung. Je trouve que Samsung, là, c'est un peu endormi aussi. Et je pense qu'Apple a une fenêtre incroyable où il n'y a plus de Huawei et Oppo n'est pas encore monté. Et donc, je pense que aussi, peut-être, le delta de production s'explique par ça. Enfin, cela dit, Samsung s'est endormi, mais dans le top 10 des meilleurs smartphones du moment sur le classement 01net, c'est le S20, Ah oui, le bien S21 sûr. Ultra qui est le meilleur dans ce classement. Ça reste un des produits les plus complets. Samsung a tendance, c'est ce qui est assez dommage avec cette entreprise, de faire à la fois les meilleurs et à la fois les plus grosses déceptions. C'est-à-dire que le top du top chez Samsung, il est rarement décevant. Par contre, sur le milieu de gamme, les gammes Galaxy A Ils par n'arrivent pas à se exemple, trouver. en fait. on a l'impression qu'ils essayent de faire des économies par rapport à Xiaomi ou Oppo. Mais par le exemple. problème de Samsung, c'est que quand on regarde les volumes, ok, le S21 Ultra, il est sur le papier et dans les Et tests, super bon, il est c'est pas celui qui incroyable. vend le plus. Mais le smartphone, bon déjà le smartphone moyen, comme tu dis, c'est du smartphone à 400 euros. Mais même si on veut parler de l'iPhone 12, là on parle de smartphone à 1200 euros. Or, là où il faut vraiment faire mal à Apple, si on est Samsung, c'est sur le smartphone à 800 euros. Bien sûr. Donc c'est sur le S21. Oui, C'est pas le du tout sur la S21 gamme et- Ultra et là, le S20 FE. qui est parfaite, quoi. Je veux dire. Et là, j'ai envie de dire, c'est un peu une autre paire de manches. Non, mais Apple a vraiment bien rattrapé son retard ces dernières années sur ce secteur. Bon, comme vous êtes chaud bouillant, les amis, on va maintenant parler d'un chiffre 13 euros par mois. Eh oui. 13 euros par mois pour pouvoir se régaler de 80% des matchs de Ligue 1. Ça y est, on en sait beaucoup plus sur l'offre que va proposer là dans quelques jours. Ça commence le fin juillet, début août, le 1er août. Eh bien, Amazon, puisque vous le savez, pour 250 millions, Amazon s'est offert 80% des droits de la Ligue 1. On attendait avec impatience, avec frilosité, fébrilité, le prix de l'abonnement. Ben voilà, ça y est, on le sait, c'est 13 euros. Raphaël, 13 euros, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est 13 euros si on est abonné à Prime. Oui, c'est une option. C'est 13 euros si on est Une abonné à option à Prime. 13 Oui, euros. parce En que effet. sinon, en fait, le vrai prix, c'est 19 euros. C'est ça. Parce qu'il faut rajouter les 6 euros par mois 6 de euros Prime. par mois de Prime. Après, comment on analyse Un ça? peu moins si on l'achète sur l'année, je crois. Oui, Peut-être sur l'année, 49 c'est 50 euros par an, Oui. plus les 13 euros par mois. Bon, on va dire qu'on est à À 17 5 euros par mois. 17, Ça fait 5 et ça fait 18. 18 euros par mois. Alors, c'est très compliqué de Mais comparer Mediapro, ça. c'était 25. Voilà. Mais il y avait plus de contenu aussi. Il y avait Mediapro, il y Tu avait... n'avais pas les films et les séries. Il n'y avait pas aussi. les films, mais footballistiquement Voilà. parlant. Donc c'est pour ça, en fait, on peut pas comparer. Là, je suis en train de bien vous tordre le cerveau, les Non, amis, en parce fait- que, en fait, voilà, vous étiez là, en train de vous dire oui, c'est cher et tout, mais finalement, pour 18, Ah non, J'ai justement, 80% je suis des pas d'accord. matchs. Je sais que Nico est pas fan. Moi, je trouve que cette offre est très bonne. Moi, je j'ai trouve que 80% des matchs, mais j'ai aussi des séries et des films. Exactement. En fait, le truc, c'est qu'on ne peut pas comparer cette offre avec celle de Téléfoot. C'est impossible parce que c'est pas la même offre. Mais par contre, je suis désolé, avoir aujourd'hui la Ligue 1 pour 18 euros avec le catalogue Amazon Prime, qui est quand même si l'application est toujours aussi pourrie, mais le catalogue qui est quand même vraiment Espérons qu'il la vraiment rafraîchisse sympa. d'ailleurs à cette Voilà. occasion. Mais l'appli. le catalogue qui est vraiment sympa. De la musique avec Prime, de la Prime musique, même et- si là encore l'application c'est pas dingue, mais encore une fois on a les contenus. Ah, moi j'aime bien Prime Music. Je trouve que c'est non, pas ça mal. va, c'est pas. je suis C'est un peu moins sévère. pire que C'est moins pire Prime que Video. Alors, on n'a pas le choix de Spotify, mais on a quand même pas mal de musique. On a du cloud pour les photos. Moi, je suis abonné, pour tout vous raconter, je suis abonné à Prime. J'ai arrêté mon Google Photos parce que Ah, t'es Google passé Photos... chez Amazon pour Je les- suis le passé chez stockage, Amazon d'accord. et dans votre abonnement à 50 euros par an, vous avez le stockage illimité des photos en pleine Ouais, résolution. c'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. C'est vrai quand qu'on même en un parle peu- L'offre Amazon mais- Prime est super complète. Non, mais voilà. Et après, il faut voir dans sa globalité. C'est sûr que si on n'est que fan de foot, Oui. qu'on commande jamais sur Amazon, qu'on déteste les séries, les films, etc., ça fait peut-être un peu cher, 18 euros. Non, mais le but Mais d'Amazon, dans- c'est que les fans de Mais foot c'est une bonne commandent- affaire finalement. Non, mais le but d'Amazon, c'est clairement c'est- mieux rapport qualité-prix que Téléfoot. Maintenant, Oui. c'est un supplément, c'est-à-dire que le supplément coûte 2 fois le prix de l'abonnement Amazon Prime, qui inclut déjà tout ce dont on Ouais, a mais c'est parlé. vraiment du super premium. Enfin, la Ligue 1, ça coûte beaucoup. Enfin, c'est. par rapport à du Canal+ Non, mais ou le du Téléfoot, mais c'est encore Non, une mais fois parce c'est que très le compliqué. prix mais- est pas délirant. Nico rêvait secrètement que ce soit compris dans le prix Mais d'Amazon. non, mais en Prime vrai, du Je vais le départ. dire, moi je pensais que ça serait gratuit et je me suis complètement trompé. Quand on voit la stratégie qu'a adoptée Amazon en Angleterre, en Allemagne, dans les endroits où ils proposent des droits sportifs, même en France avec Roland Garros, c'est toujours un produit d'appel qui vous permet en fait de vous abonner à Amazon Prime à 6 euros par mois, à 8 euros par mois en fonction des pays, et au final à commencer à consommer sur Amazon et à découvrir les nouveaux produits. Je voyais pas pourquoi
Ils auraient fait payer. Ils ont vu qu'il y avait Sergio l'abonnement. Ramos qui est arrivé, ils se sont dit là on va. Mais au final, C'est ça. le prix n'est absolument pas volé. Au contraire, c'est quasiment l'offre la plus abordable qu'on a eue ces dernières années sur le c'est football. vrai qu'on est déçu parce qu'on est habitué à être des enfants gâtés, j'ai envie de dire, à être avec Amazon, à avoir, c'est vrai, des choses pour pas très très cher. Et on se disait, bon, bah génial, on va avoir en plus la Ligue 1. Non, faudra payer. Mais après, si on regarde ça de façon froide et en comparant avec ce qui existe et ce qui existait, je trouve que la Ligue 1 n'a jamais été aussi abordable depuis très longtemps. Voilà. Après, le but d'Amazon, c'est évidemment de faire des fans de foot des gens qui commandent sur Amazon. Ça, c'est toujours la même chose. Et c'est vrai que tu le voyais comme un produit d'appel. C'est un produit d'appel qui vaut quand même 800 millions, je ne sais plus combien ils ont payé. 250 millions par an. Par an, oui, mais Ouais. c'est quoi C'est sur 3 ans, sur 3 ans, donc voilà. Beaucoup moins cher que ce que devait payer Canal, d'ailleurs. Hein. Ah, complètement. Ils ont fait un C'est hold-up, moins Amazon, cher que Canal. Ils ont beaucoup moins cher vraiment que tordu Mediapro. la Ligue. C'est les droits de oui, Mediapro oui. qu'ils ont récupérés, donc c'est quasiment divisé par 3. Voilà, mais moi je trouve que c'est une belle offre, même si, comme Nico, je pense moi j'aimerais une offre un peu style à la NBA où je m'abonne, parce que moi, bon, on va pas se mentir, moi je suis pour le PSG, Nico aussi. Moi j'aimerais m'abonner juste au match du PSG, c'est vrai. Mais après, de temps en temps. Pour les droits, ça serait une catastrophe. Pour la Mais Ligue bien française, sûr, ça serait- tout le monde sera abonné à l'OM et au PSG, c'est tout. tuerait les autres clubs. Et voilà, éventuellement, à peut-être Lyon, à l'OL, ils sont mais obligés c'est c'est de faire ça, un pack. mais du coup, ça tuerait les autres Et bien et la sûr. Ligue 1 perdrait finalement d'intérêt Ouais, parce que il faut- donc clairement il faut soutenir aussi les autres clubs, c'est normal et donc non mais c'est vrai, moi je préfère payer et que les autres clubs aient aussi leur part du gâteau. Mais oui, parce que si le PSG n'a plus d'équipe pour jouer, non, mais va c'est être ça, n'a embêtant. aucun Il intérêt. faut bien qu'ils jouent contre c'est pas d'autres comme ça, et équipes. puis c'est pas comme ça qu'on gagnera la Ligue des Champions quoi. C'est ça. Donc non, moi je trouve que c'est quand même une belle offre. Donc après question, c'est de savoir comment ça va être marketé, comment ça va être Ouais. Il y a un peu beaucoup enrobé d'inconnus. tout ça. Est-ce que ça va être bien produit? Il y a Parce beaucoup qu'il y a d'inconnus. aussi Alors, la la sélection, Roland c'est Garros pas c'était eux. bien produit. Ouais. Donc moi je pense que ça va être Je bien produit. crois que c'est MBS donc, qui fait déjà Qui ont la l'habitude. Coupe du Monde et l'Euro qui va produire les matchs. Donc ils ne sont pas embêtés, ils ont sous-traité, ils ont raison. Maintenant, il y a des inconnus, par exemple. Kit de la diffusion 4K, c'était pas le cas à Roland Garros. Combien de personnes sur un seul compte? Est-ce que c'est un seul visionnage simultané ou est-ce qu'on peut le partager? Si on peut le partager, ça change tout, parce qu'on pouvait pas avec Téléfoot ou avec Canal Ouais, partager le compte. t'as raison. Donc c'est quand même un point assez important. Et après, moi, ce qui me dérange, c'est au niveau de l'enrobage et des programmes. Téléfoot, par exemple, c'était une chaîne avec des journalistes salariés, plein d'émissions, qui étaient quand même hyper qualitative, peut-être plus que Canal+ sur certains programmes. Là, Amazon a clairement fait savoir qu'il ne se considère pas comme une chaîne, que les journalistes seront pigistes, ça sera pas une chaîne créée avec des employés, et surtout, il y aura une seule émission le dimanche soir en direct d'un stade sans plateau. Donc, on perd quand même en qualité et en offre par rapport à ce que proposait Oui, parce Canal+ que au téléphone. parallèlement, Canal lève le pied sur le foot. Il n'y aura pas d'émission a priori de Ligue 1 sur Canal+. Canal, ça ordonne la Ligue 1. Parce que là, voilà, c'est vraiment le divorce entre la Ligue et Canal. Ah oui, voilà. oui, complètement. Donc, en fait, pour revoir 100% des matchs, il faut avoir beIN. Ah non, on n'en sait rien, parce que beIN n'en veut pas non plus. Ah d'accord. Donc il y a 20% des matchs qui sont dans la nature. Actuellement, en fait. il y a 20% des matchs, dont le premier match en août, qui n'ont pas de diffuseur. Ouais. Et Amazon, a priori, a fait savoir qu'il ne comptait pas payer pour récupérer ces droits-là. Donc il n'y a aucun diffuseur, et ni beIN ni Canal ne veut payer. Donc une nouvelle fois, la LFP s'est mise dans une sacrée histoire. Mon Dieu, J'ai hâte qu'il y ait ils ont quand même l'art de... Pour les consommateurs, Amazon, c'est plutôt une bonne affaire. Mais c'est vrai que la LFP, ils ont quand même l'art de se mettre dans des situations incroyables. Alors quand même, on parlait de Canal, il y a quand même la Ligue des Champions sur Canal+. Sur Canal, ce qui fait que si on suit son équipe qui est en Ligue des Champions, oui, on gardera toujours son abonnement. En fait, sur Amazon, c'est intéressant pour ceux qui ne sont pas en Ligue des Champions, je trouve. Ouais. Alors que bien sûr. pour ceux qui sont en Ligue des Champions, finalement, avoir touché Canal aurait été plus intéressant, puisqu'évidemment, là, si on est fan du PSG, par exemple, évidemment, on va s'abonner aussi à Canal. Donc, en fait, paradoxalement, l'offre d'Amazon est bonne pour ceux qui suivent leur club qui n'est pas en Ligue des Champions, et ceux qui veulent voir la Ligue des Champions aussi auraient peut-être intérêt à tout avoir chez Canal. Ou tout avoir chez Amazon, peut-être, mais oui, tout avoir au même endroit. Mais il va falloir voir comment ça évolue, parce que ça ne va pas rester comme ça, mais il y a plus d'interrogations que d'autres choses pour l'instant. Bon, écoutez, on fera le point à la rentrée, parce que là, il nous reste 2 minutes, et c'est dommage, parce qu'on avait 2... Mais on savait, je savais de toute façon... Il ne fallait pas nous lancer sur ce que sujet. la Ligue 1 sur Amazon, ça allait nous prendre un petit peu de temps quand même. Évoquons, malgré tout, les Samsung, donc ce qui va se passer là durant cet été, avec une conférence de presse. Alors, c'est pas la première fois, ils aiment bien faire leur impact
déserte en plein milieu du mois d'août, quand tout le monde est sur la plage, Ouais. il y a Amazon qui présente ses téléphones. Hein, c'est comme ça. Samsung, pas Amazon. Pardon, Amazon. Alors, les téléphones Amazon, Ils ont c'est- essayé, ils ont raté. Téléphone Amazon, ça n'a pas beaucoup marché. C'est plié, On mais leur pas souhaite dans- plus de succès avec la Ouais, Ligue c'est 1 ça. quand même. Samsung, pardon. Oui, comme d'habitude, hein, l'événement Unpack, il y en a un en début d'année et un en plein milieu du mois d'août, c'est leur spécialité. On part de la date du 11 août, peut-être qu'elle sera confirmée au moment où vous écouterez cette émission, si vous l'écoutez dans plusieurs jours. Ça sera un événement non pas dédié au Galaxy Note, c'est une première pour cette conférence d'août, mais dédié aux smartphones pliants. On parle notamment du Z Fold 3 et du Z Flip 3. Peut-être qu'il y aura un autre modèle, mais bon, a priori, les rumeurs ne vont pas dans ce Donc sens. pliant dans l'horizontale. Celui qui se transforme et en tablette. pliant dans le vertical. Exactement. Donc les deux modèles. Pour les deux, il y aurait une grosse baisse de prix à prévoir. On tomberait dans les 1500 À 10 pour euros à le peu feu- près le téléphone. Non, on parle de c'est ça. 20-25% quand même. Donc ça va chuter. mal. Ça va les rendre potentiellement accessibles et ça va en faire Oui, des équivalent à concurrents un des iPhone smartphones haut de gamme, quoi. on serait potentiellement pas loin du prix d'un S21 Ultra ou d'un iPhone 12 Pro Max, donc ça va être intéressant, d'autant plus qu'il y aura un stylet sur le Fold a priori, donc ça va vraiment en faire un bon remplaçant du Galaxy Note. Et avec ça, on aurait 2 nouvelles montres sous le nouveau système créé par Google et Samsung, des nouveaux écouteurs et potentiellement un Galaxy S21 FE. Raphaël en parlait, le secteur sur lequel faut attaquer Apple, c'est le 700-800 euros, et ça serait ce produit-là qui irait directement affronter Apple. Le S21 FE, je trouve que c'est l'arme indispensable pour Samsung pour la Bien fin sûr. d'année, clairement. Ça y est, ils ont trouvé leur C'est intéressant, je trouve, c'est toujours un produit intéressant. arme contre Voilà. l'iPhone. Ils avaient lancé ça l'année dernière. Hein. Mm. Sur les pliants, pliables, peu importe. Pliant. Moi, je m'interroge toujours en fait sur la viabilité de ces produits qui sont des prouesses technologiques. Je suis assez, enfin, là pour le coup, c'est des produits d'image parce qu'on voit des campagnes de communication. Il y avait Place de la Concorde, mais des campagnes télé qui doivent coûter une fortune sur ces téléphones qui, et de fait, ne se vendent pas. Enfin, se vendent pas, se vendent, mais peu. ils vendent peu. Enfin, c'est normal à 2000 euros. Mais effectivement, en fait, moi, je me demandais comment ils allaient faire pour baisser les prix parce qu'il y a un moment, on peut pas proposer un pliant et un pas pliant au même prix. Je veux dire, il y a un moment, il y a 2 écrans, c'est pas. Donc, la solution, c'est de peut-être faire un peu baisser en spec ou en tout cas ne pas mettre toutes les dernières specs et privilégier le form Et factor. peut-être qu'il y a aussi une maîtrise industrielle qui fait qu'ils arrivent à baisser les prix de manière naturelle. Oui, hein. bien sûr. Voilà. Mais moi, je suis curieux de voir ces téléphones avec un prix un peu plus abordable pour voir si vraiment il y a une appétence. Parce que là, Oui, d'accord. on peut pas savoir s'il y a une appétence pour ces produits. Ils sont tellement chers que on peut pas. Il n'y a pas de représentativité. On ne sait pas si les gens aiment ou pas. Je veux dire, il y a les férus techno qui ont l'argent, qui les achètent, mais ça représente rien. Et donc moi, je suis curieux de savoir, de voir un de ces téléphones peut-être subventionné à un jour 300, 400, 500 euros peut-être, et de voir s'il y a quelque chose qui se crée là-dessus. Parce que pour le moment, ça fait 3 ans. On les connaît, mais ça reste quand même le statut d'ovni. Finalement, c'est un ovni pérenne, mais ça reste un Et ovni. c'est potentiellement l'année test, c'est-à-dire que là, si ça foire avec la baisse de prix et que les gens n'en veulent pas, ça voudrait dire que le pliant n'est pas l'avenir et que Samsung et les autres sont en train de se planter. Jusqu'au jour où Apple sortira son pliant. Et Oui, là, mais ça sera le début de Apple l'histoire. On dit ça, mais Apple va regarder le marché. regarde Apple va le capteur regarder le d'empreinte sous l'écran. Ça fait 4 ans Ouais. qu'on l'attend. Et Apple, ils ont peut-être décidé de passer à côté. Je veux dire, Apple, c'est quand ils produisent un téléphone, ils en produisent 90 millions. Donc il y a un moment, il faut que ça corresponde à tout le monde. Certains, mais c'est clair. Voilà, et puis donc, on enterre le Galaxy Note. Hein. Ça, ça y est, c'est En tout fini. cas pour cette année. Qu'on rebaptise d'ailleurs. Hein, le Galaxy Note, mais sans E. Galaxy Note. C'était le petit mot de la fin pour. On finit là-dessus, du coup. Voilà. Au revoir. Une petite note de gaieté. Hein. C'était bien, non? Ouais, très bien. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les deux. François, merci, Raphaël et Nicolas. Passez de bonnes vacances. Reposez-vous bien. Et puis, on sera là de retour à la rentrée, hein, bien sûr, avec évidemment encore beaucoup d'actu à commenter. Et puis, vous restez avec nous. Hein, de quoi je me mêle n'est pas terminé, puisque dans un instant, on va décoller, monter à 80-90 km d'altitude avec Richard Branson et évoquer en compagnie d'Antoine Meunier le tourisme spatial qui prend son envol. C'est le cas de le dire. On en parle dans un instant, à tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.